Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour tous les types qui ont des problèmes pour développer leur deltoïde. Alors des mecs comme moi, par exemple, pas très large d'épaule, pas très large de clavicule, qui ont des problèmes pour localiser sur les deltoïdes, pour avoir de larges épaules et impressionner, parce que c'est un caractère sexuel secondaire. On voit les politiques qui se mettent des vestons renforcés pour montrer leur virilité, parce que l'épaule large, c'est souvent un signe de virilité. Vous voyez les costumes des politiques, on essaye d'augmenter, ça donne une impression, ça montre qu'on a une bonne sécrétion de testostérone, quand on était jeune, qu'on était bien alimenté et qu'on était bien considéré, donc on a pris une bonne largeur d'épaule. C'est un signe typique de virilité, donc de caractère sexuel secondaire chez l'homme, c'est large d'épaule. Donc on voit même les statues grecques, les espèces de les petites statues, les premières statues grecques représentant des Apollons, elles étaient c'est une forme de triangle, les épaules, comme ça, qui partaient pour bien montrer la vérité, alors que la femme, c'est plutôt l'amphore. Voilà. Donc alors, les épaules réticentes. Alors il peut y avoir deux raisons d'avoir les épaules réticentes, d'avoir des épaules pas larges. Alors il peut y avoir une raison qui est tout simplement osseuse. Voilà. Vous voyez, là c'est une cage thoracique, alors vous voyez à peu près la mienne, comme ça, je vous la mets. Hop. Puis alors on s'aperçoit que la largeur d'épaule, elle vient essentiellement alors, de la cage thoracique, mais aussi essentiellement de la longueur des clavicules. C'est ces deux muscles. La clavicule, c'est l'os, c'est deux muscles, c'est les os. C'est par les clavicules que les bras sont reliés au corps, si vous voulez. C'est les seuls. C'est-à-dire que l'articulation du bras, c'est marrant, si vous voulez détacher un bras du niveau osseux du corps, c'est au niveau de la clavicule que c'est la seule attache osseuse du bras, réellement osseuse du bras, sur le corps. C'est par cette clavicule. Autrement, le reste, c'est des attaches musculaires qui donnent pas mal de mobilité. Donc la clavicule, c'est un os. Et si cet os, il est relié au sternum, si cet os est plus ou moins long, que s'il est bien long, vous aurez des clavicules larges, sans bosser les épaules. Alors vous aurez des épaules parfois osseuses. On verra ici la tête de l'humérus qui pourra sortir, alors, surtout chez les femmes. Des fois, il y avait une luminosité ici, c'est la tête de l'humérus qui apparaît sous le muscle parce qu'elles ne sont pas tellement musclées. Donc c'est la tête de l'humérus, c'est ça. Vous voyez souvent apparaître chez les gens musclés, alors que chez les gros bodybuilders, ça disparaît. Voilà, ici, vous l'avez, c'est ce côté, c'est ce côté. Voilà, alors chez les gens maigres, c'est cette tête de l'humérus, c'est avec les tubérosités, le petit grand trochanter, la petite tubérosité, pardon, la grande tubérosité, je confonds avec la jambe, qui apparaîtront et qui vont faire une saillie quand on n'est pas musclé à cet endroit-là. Alors, on peut avoir des épaules larges, comme je dis, mais pas être musclé, c'est uniquement en os, c'est long, comme on peut avoir des épaules très musclées et pas être large, justement parce que vous n'avez pas beaucoup de clavicules, qui sont ces muscles qui rattachent le bras au corps. Donc c'est marrant à savoir, c'est la seule jonction osseuse du bras au corps, c'est la clavicule à cet endroit-là, sur le sternum. Mais bon, c'est attaché par beaucoup de gros paquets de muscles qui permet au bras d'avoir une grande mobilité. Il faut savoir que nos ancêtres montaient dans les arbres et utilisaient leurs bras, leurs membres antérieurs, comme membres supérieurs pour grimper. Donc l'homme, en descendant au sol, il a perdu cette fonction de déplacement arboricole. Donc on l'a encore chez les australopithèques, qui étaient bipèdes, comme je l'ai expliqué, mais qui continuaient à grimper aux arbres pour fuir les prédateurs et pour se réfugier la nuit. Donc les australopithèques ont très vite eu un bassin d'homme, un bassin marqué, vous voyez, alors que le singe, le bassin remonte derrière très haut, ici, parce qu'il n'est pas habitué à la marche, donc pas d'oscillation quand il marche. Un bassin avec ici des os iliaques très hauts, ici des ischions qui partent très loin chez le singe, parce qu'il est à quatre pattes, donc ça fait une poulie de réflexion avec un fessier qui descend très bas, pour que le fessier puisse comment dire, étendre la jambe. Là, c'est le singe, alors que l'homme, lui, il a un fessier court, puisque le singe, si vous voyez, il aura un bassin qui descend un ischion qui descend très bas, pour pouvoir ramener la jambe comme ça, elle partira comme ça, il sera très puissant dans ce mouvement-là. Et l'homme sera très puissant en fin de mouvement, donc il aura un bassin court, et déporté vers l'arrière pour pouvoir porter la jambe en extension. Ça, c'est la différence. Donc, nous, quand on devait parler de l'épaule, essentiellement pour montrer les problèmes de clavicule, donc les hommes, donc clavicule chez les hommes avec des largeurs différentes,
Alors que les singes, eux, en général, ont une clavicule qui est inclinée, un omoplate qui est incliné comme ça, hein, vous voyez, hein, il est à peu près comme ça chez le singe, on va dire dans ce sens-là, hein, dire qu'avec un acromion peu couvrant, hein, l'acromion c'est cet os qui est au-dessus, hein, vous voyez la clavicule, et la clavicule s'attache ici, alors un sternum, et vient ici s'accrocher sur l'acromion. L'acromion c'est ça, hein, donc c'est derrière, donc c'est cette espèce de tubérosité de l'omoplate, hein, cette voûte qui vient là, alors elle vient protéger chez l'homme l'articulation de l'épaule. Chez le singe, c'est très ouvert, c'est vers le haut, pour laisser de la mobilité, hein, pour que le bras puisse bouger, puisse accrocher les branches. Hein. Alors je vous montre une différence, et je vous parlais aussi des problèmes que ça va occasionner. Là, c'est encore un de mes dessins. Alors là, vous avez un omoplate de chimpanzé, hein, c'est pour vous expliquer, et là, vous avez un omoplate d'homme. Hein, vous voyez que l'omoplate de chimpanzé, l'acromion, hein, et cette extension osseuse, hein, ce plafond osseux qui va protéger l'articulation, ben, chez le chimpanzé, vous voyez, l'articulation est dirigée vers le haut, hein, pour pouvoir se déplacer à quatre pattes, mais aussi pour grimper facilement et attraper les branches, sans avoir la tête de l'humérus qui va frotter contre cette voûte osseuse. Et chez l'homme, comme il est plus qu'à deux pattes et qu'il ne monte plus, hein, alors que les australopithèques avaient encore un omoplate de singe, hein, proche des chimpanzés, on va dire, alors que l'homme, lui, par contre, il a un omoplate, si vous remarquez bien, avec la voûte qui est devenue horizontale, hein, l'acromion est devenu horizontal et protège comme un toit osseux l'articulation de l'épaule. C'est une protection. Alors, comme on est passé à quatre pattes, c'est une protection, mais cette protection pose des problèmes. Hein. Comme on se déplace plus dans les arbres, on n'a plus à fuir des prédateurs, à grimper. Hein. Donc, maintenant, on a des armes, on est organisé, on a des maisons, et puis des prédateurs, on les a tous tués, on les a mis dans des réserves ou des zoos, hein, où on les réintroduit des fois dans des parcs naturels, comme dans les Pyrénées, puis quand ils font chier, on les tire un peu, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc comme on n'a plus de prédateurs, ben, on peut marcher au sol, on n'a plus à se réfugier dans les arbres, et donc on a un plafond osseux là qui a poussé, hein, ici, hein, il n'y a plus de sélection naturelle sur celui qui ne peut pas grimper, parce que ça s'appelle la sélection naturelle. Un singe qui ne peut pas lever le bras pour aller grimper, un singe ou un ancêtre australopithèque qui ne peut pas lever le bras pour aller se réfugier dans un arbre, bah, il va se faire bouffer par une panthère, alors que maintenant il n'y a plus ce système de sélection, donc on n'en a rien à foutre d'avoir un plafond osseux, sauf pour les gens qui font de la musculation. Hein. Alors on dit pour lancer, on ne lance jamais comme ça, les lanceurs lancent comme ça, donc même ce plafond osseux ne pose aucun problème. Donc l'homme se retrouve avec un plafond osseux ici à ce moment, plus ou moins couvrant chez les gens. Alors il va y avoir des gens qui vont avoir ce plafond osseux très couvrant, qui ira très loin et qui va gêner lors des mouvements d'extension, lors des mouvements d'élévation du bras, comme ça. Hein. Voilà. Donc ça posera un problème. Il faut savoir que tout le monde n'est pas pareil. Vous voyez, là, je mets une tête de l'humérus, hein, et quand ça monte, hop, ça va cogner ici. Hein. Et là, il y a un petit muscle à l'intérieur. Hein. C'est un steak, hein, vous voyez, ça remplit. Hein. C'est qui amorce le mouvement en général. Ça s'appelle le supraépineux. Hein. Et ce muscle, c'est un muscle quand même important. Vous voyez la fosse hein, qu'il y a dedans, hein, comme un steak qui est ici, hein, qui vient là et qui va venir s'accrocher sur la tête, ici, sur la tubérosité. Alors c'est l'autre côté. Hein. J'ai un omoplate droit et un humérus gauche, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Donc voilà, et il lève le bras. Donc le problème, c'est que si c'est trop couvrant, bah, ça va frotter. Alors je vous montre un peu les endroits où ça frotte. Hein. Parce qu'il y a des gens qui vont être limités dans le travail des épaules à cause de ça. Alors, voilà. Voilà la voûte. Voilà, je l'ai mis Voilà, vous avez la voûte. Alors, ici, il y a un ligament hein, qui vient sur l'apophyse coracoïde, qui est ici, hein, où s'accroche le petit trochanter, qui est ici. Vous voyez, l'apophyse coracoïde. Donc voilà, sur l'omoplate. Et vous avez une voûte ostéofibreuse, hein, qui est une voûte de protection. Hein, et dessous passe le muscle à la base. Donc c'est fait pour protéger, pour que le muscle passe dessous. Donc on n'est pas censé faire des élévations latérales toute la journée, sauf qu'en bodybuilding, pour avoir un look sexy et montrer qu'on est plein testo, ben on va tricher en développant ses épaules comme ça. Hein. Donc à force de lever l'épaule, ben on va frotter le supraépineux, ben on va le frotter on va le frotter sur cette voûte ostéofibreuse. Hein. Je vous la remontre encore une fois, je vous l'ai montré. Ben, elle part d'ici, elle va s'accrocher là. Et quand on lève le bras, ici, comme ça, hop, bah, ça vient frotter sur cette voûte ostéofibreuse qui va de l'apophyse coracoïde à l'acromion. Et cette voûte continue ici par un ligament.
un peu calcifié des fois, et bah, ça va user le supraépineux qui lui amorce le bras, et puis vous pouvez avoir des douleurs importantes. Alors le supraépineux il est ici, pour vous montrer hein, les problèmes que vous allez avoir. Alors hein, là je vous parle un des principaux problèmes, c'est cette voûte qui va gêner certaines personnes parce que où elle manque d'espace, où il y a un manque d'espace sous cette voûte, hein, où il y a un manque d'espace sous cette voûte, ou bien bah, vous allez trop développer le muscle qui est au-dessus, ou bien l'os est trop couvrant hein, au-dessus, et vous allez frotter contre l'os. Donc il y a plusieurs solutions. Donc c'est assez gênant. Donc c'est quand même quelque chose qui cause de nombreuses pathologies. Hein. Donc évitez quand vous avez ce problème-là de faire des élévations latérales et de sentir à chaque fois un frottement parce que vous allez aller progressivement à l'inflammation, hein, vous allez faire de l'arthrose, vous allez enflammer le tendon, vous allez faire des calcifications, puis un de ces jours, avec le temps, avec l'âge, ça va lâcher, vous allez vous retrouver avec un supraépineux qui va ne plus avoir de fonction, on se raccroche un peu plus loin sur la capsule articulaire, voire ne pas se raccrocher du tout, et ça va être une atrophie, ça va être moche, et vous ne pourrez pas amorcer le mouvement, c'est uniquement le deltoïde qui va l'amorcer. Donc ça, c'est le premier problème. Donc, j'ai parlé de la largeur des clavicules. Donc, au niveau des élévations latérales, maintenant, on va parler pour les gens qui ont des problèmes pour développer les deltoïdes à cause de leur largeur d'épaule, à cause justement de cette voûte acromio-coracoïde ostéofibreuse. Hein. C'est un peu technique, hein, mais bon, vous voyez que c'est un toit ostéofibreux hein, qui empêche de monter les épaules. Donc si vous faites des élévations latérales, qui a très très bon mouvement, qui permet de travailler dans tous les sens et de bien localiser sur toutes les fibres du deltoïde, hein, parce que le deltoïde, c'est un muscle en delta, donc en delta, hein, ça part en triangle, hein, comme le delta d'une rivière. Et en partant en delta, pourquoi il part en delta? Parce que le deltoïde est un muscle qui fait des mouvements de circonduction, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va dans tous les sens, il lève dans tous les sens le bras. À la base, c'était pour pouvoir accrocher des branches partout, hein, se lever dans tous les sens. Maintenant, c'est moins utile pour grimper, mais c'est quand même utile pour lever les bras. Simplement en bodybuilding, si vous faites des mouvements répétés et vous avez une voûte trop couvrante parce que nous sommes des hommes et nous ne montons plus aux arbres, il n'y a plus de sélection naturelle, nous allons user cette partie. Alors comment travailler ces deltoïdes sans user l'articulation, sans user c'est l'articulation, mais sans user le supraépineux? C'est très simple, hein. Il y a un truc très très simple à faire. Vous sentez que vous êtes limité, alors un peu comme moi je suis limité dans l'évaluation, vous l'avez vu, je ne suis pas très large d'épaule, hein. Je suis musclé mais pas très large d'épaule. Donc un truc qui est important à faire, c'est vous prenez un support latéral, alors là j'ai ma lampe, hein. Je la montre un peu, on dit que c'est une machine, je m'accroche à une machine, hein. Voilà. Donc je me mets comme ça, je m'accroche, je me penche légèrement sur le côté, je laisse pendre mon bras, je suis debout, hein, et là je vais faire une élévation du bras, comme ça, quand j'arrive à l'horizontale, je démarre, j'ai une plus grande amplitude au démarrage, hein, et je vais monter, et je ne vais pas monter trop haut, hein, pour pas frotter le dessus du supraépineux, donc ce muscle profond hein, qui se trouve dans la loge, et encore une fois, qui est là-dedans. Hein. Voilà, et pour pas l'user, pour pas qu'il lâche au bout d'un moment. Donc je vais bien travailler le supraépineux, mais pas le monter suffisamment pour qu'il aille frotter d'une façon pathologique, on va dire, sur cette voûte ostéofibreuse. Mais en attendant, je vais quand même travailler intensément le deltoïde, ce qui est recherché pour donner ce galbe et plaire aux filles sur la plage, ou bien aux garçons, on s'en en a rien à foutre de toute façon, ou faire des concours de bodybuilding, ou avoir un gros muscle qui protège bien l'épaule. Voilà, parce que maintenant, il y a le mariage gay en France. J'ai mis le polo rose. Donc voilà. Alors ça, c'était les petits trucs à faire pour développer le deltoïde en élévation latérale sans générer de pathologie. C'est un truc tout simple. Penchez-vous sur le côté quand vous n'avez pas la morphologie et faites des élévations un peu devant, un peu derrière. Un autre truc, j'ai parlé, c'est le développé nuque. Alors, on voit le développé nuque, c'est pas valable pour tout le monde, c'est valable pour peu de personnes. Hein. On voit les gens qui développent des barres, alors moi je peux pas le faire, hein, qui développent des barres derrière la nuque et qui descendent très bas. Alors, c'est le truc à pas faire quand vous n'avez pas la morphologie. Ça, c'est une morphologie de mec large de clavicule, hein, large de clavicule, qui pourra bien bouger derrière ses clavicules. Hein. En bougeant ses clavicules, les omoplates vont descendre très bas, il va y avoir un mouvement. Alors, je l'ai là, est-ce que j'ai fait les schémas? Je dois avoir fait les schémas. Hein.
Voilà, on voit un type. Alors, le problème, c'est qu'un type qui est pas large de clavicule, bah, quand il va descendre derrière, déjà, il pourra pas avoir un bon mouvement, il pourra pas bien descendre la barre nuque, hein, donc ça sert à rien de descendre la barre derrière. En plus, comme il aura rapidement les muscles qui vont s'entrechoquer derrière, parce qu'il n'est pas très large, donc dès qu'il va descendre derrière, les muscles, c'est-à-dire le trapèze et les rhomboïdes vont se compresser derrière, et il ne pourra pas descendre parce qu'il n'aura pas assez d'espace, et les muscles vont compresser derrière. Donc il va être obligé de faire des tiers de mouvement, ça va pas être top, et ça va être juste sur la montée et sur la fin du mouvement, et s'il a comment dire, une voûte ostéofibrose trop couvrante, ben, il va se faire mal au supraépineux et puis il va s'user le supraépineux. Donc c'est vraiment pas un bon mouvement, hein. Vous voyez ça, je vous montre un large d'épaule. Vous voyez là, il y a un type large d'épaule. Là, il y a un type large d'épaule, hein. On voit que quand il descend bien, mais comme il a les clavicules larges, son omoplate peut basculer. Et il peut descendre très bas, hein, donc il va pouvoir travailler des deltoïdes. Et là, on voit un type qui n'est pas large d'épaule du tout. On voit que tous les muscles derrière, bah, ils vont se compresser et il ne va pas pouvoir descendre la barre, hein. Donc ça va être gênant pour lui. Donc il ne va pas sentir les épaules et en plus, il risque de. Ça va pas être très bon pour lui. En plus, il ne va rien sentir. En plus, il ne pourra pas réellement les emmener en arrière. Vous voyez, un mec large d'épaule, lui, il peut bien descendre pour bien travailler. Il sera dans l'angle parfait. Alors vous avez aussi dans ce développé nuque la longueur des avant-bras qui compte énormément, hein. Donc c'est ce que j'explique. Un mec qui a des grands avant-bras, bah, quand il va descendre la barre, il a pas, quand il sera arrivé au niveau de la tête, c'est comme un mec qui a des avant-bras courts, bah, c'est comme si lui, il arrivait directement au niveau de la nuque, hein. C'est-à-dire qu'il aura une descente. Le mec qui a des grands avant-bras, bah, il sera obligé de descendre vachement bas. Vous voyez, ça va poser des problèmes, hein. Je vous montre ici, hein. Voilà la descente pour faire un développé nuque, hein. Bah, le type qui a des avant-bras très longs, il va être obligé voyez, d'avoir une descente intense, alors que le mec qui a des avant-bras courts pour faire un développé nuque, bah, il fera juste la fin du mouvement où il est puissant. Donc c'est pour ça que quand vous voyez des mecs qui sont forts en développé nuque, c'est souvent des mecs qui ont des avant-bras courts, hein, et des épaules larges, hein. Alors là, ils poussent, ils pistonnent, alors que des épaules étroits d'épaule avec des avant-bras, des grands avant-bras, hein, le type comment dire, cachexi, le type le grand maigre, pas, vous savez, un peu maladif, lui, il va avoir des problèmes pour développer ses épaules. Ça ne viendra pas avec ce mouvement, en plus il risque de se blesser. Vous voyez, ça va bloquer. Donc voilà, c'est pour vous montrer les différences. Ce n'est pas un mouvement qui est valable pour tout le monde, hein, parce que quand vous arrivez en haut derrière la nuque, vous risquez de frotter, comme je vous ai expliqué sur cette voûte ostéofibreuse. Donc évitez ce mouvement si vous n'avez pas la morphologie, ou vous risquez d'aller faire un petit tour à l'hôpital, ou bien d'arrêter plus ou moins la muscu, parce que vous allez vous user les épaules. Donc c'est pas un mouvement qui est très 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 bon. Pour compenser ce mouvement, bah, c'est mieux de faire du développé de vent, hein. Développé de vent, parce que là, à ce moment-là, vous allez en étant devant, comme ça, je vous montre l'omoplate, hein. J'ai montré en faisant voilà, l'omoplate. Bah, en développant devant, bah, vous allez éviter de passer sur la voûte ostéofibreuse. Vous allez plutôt passer devant comme ça, hein. Voilà, et ça va vous faire éviter ce frottement. Alors, faites du développé de vent, c'est bien pour l'avant d'épaule, c'est bien pour le deltoïde. Et évidemment, si vous avez une voûte ostéofibrose trop couvrante, le problème c'est que même ce mouvement, vous êtes obligé de cambrer pour éviter de frotter trop. Et c'est pas top, c'est pas génial, hein. Donc à ce moment-là, si vous avez un manque d'espace et une voûte ostéofibrose trop couvrante, ça arrive, hein, essayez de bosser sur les machines. C'est mon cas. Moi, par exemple, en développé devant, je ne suis pas bon du tout parce que ça frotte directement. Je suis obligé de m'incliner complètement. Alors là, moi, j'ai le dos qui part. Par contre, je me suis aperçu que j'étais super fort aux machines entre le décliner et les épaules. C'est-à-dire trouver votre angle à ce moment-là. Dans ce cas-là, justement, si vous avez un point faible épaule, vous n'arrivez pas à le développer parce que vous n'arrivez pas à monter, écoutez, prenez un dossier, hein. Au lieu de faire de l'incliné, l'incliné c'est comme ça, hein. Voilà, je vous montre un peu, hein. Voilà, ça c'est de l'incliné. Je me montre un peu comme ça. Vous êtes à l'incliné, là. Là, c'est pour le haut de pec, un peu l'avant d'épaule. Si vous voulez faire de l'épaule, vous mettez une inclinaison intermédiaire comme ça, hein, presque verticale, le but. Alors ça, c'est normalement, on fait du développé devant comme ça. Vous trouvez un banc presque vertical, et puis vous faites du développé comme ça avec haltère, hein, et là, vous allez voir que justement, vous allez bien bosser le deltoïde, en bossant un peu le deltoïde antérieur, hein. Vous allez bien bosser le deltoïde, vous allez vous faire des bons deltoïdes, vous voyez, comme ça. Mais vous ne serez pas en incliné, vous serez intermédiaire entre un incliné et un vertical. Et là, c'est parfait pour les gens qui ont du mal, justement à cause de cette voûte ostéofibreuse, à développer les épaules. Ce quoi, manque d'espace. Prenez
justement un angle intermédiaire entre la verticale totale où vous allez être bloqué et l'incliné où vous allez trop bosser en haut de pec, hein, et un peu et en avant d'épaule. Donc vous allez vous faire un intermédiaire, ça sera aussi de l'avant d'épaule, hein, bosser en intermédiaire comme je l'ai dit, hein, comme ça. Là, ici, mettez-vous une inclinaison comme ça, hein, pas comme ça c'est l'incliné, ni verticale, mettez-vous une inclinaison juste comme ça sur un banc, et là, vous allez bien sentir vos épaules sans que ça frotte. Ça, c'est bien pour les gens qui ont de problèmes, parce qu'on voit des gens dans les cages qui n'ont pas de problème. Donc voilà. Alors, pour plus de sécurité, justement, parce que quand vous travaillez en cage, mettez-vous en cage. L'avantage de travailler sur des machines aussi, un avantage, c'est que vous pouvez régler le démarrage du mouvement. Si ici, ça va trop traumatiser, hein, le démarrage, hein, vous pouvez démarrer de plus haut. Ça ne sert à rien de démarrer trop bas parce que vous allez à ce moment-là frotter sur le deltoïde, la longue portion du biceps qui risque d'entraîner des frottements à l'avant. Hein. Vous allez passer comme ça et ça va faire frotter un peu la longue portion du triceps, la longue portion du biceps, hein, celle qui passe dans la gouttière bicipitale, ici, hein. J'ai déjà montré, je vais la remontrer un peu pour les gens, on la voit ici. Voilà, elle est là. Hein, vous risquez de frotter, c'est l'avant, la longue portion du biceps. Hein. Excusez-moi, des fois, je me trompe un peu, je raconte plein de trucs. Voilà, et là, vous avez le biceps, ça passe ici. Alors là, vous allez frotter ça si vous descendez trop bas. Donc, dans ce cas-là, prenez des machines réglables, et puis vous mettez comme ça, hein. Et puis vous pouvez démarrer plus ou moins haut. Alors moi j'aime bien démarrer bien haut pour bien sentir l'avant d'épaule, et puis ça me fait quand même des bons, ça me fait des bons avant d'épaule. Hein. Donc vous pouvez régler le dossier comme vous voulez, hein, sur certaines machines, alors réglez ici. Alors ou travailler comme ça. Voyez. Et quand vous avez des bancs réglables, des cages réglables, des cages à squat où on peut mettre des barres. Bon, maintenant on voit des cages de crossfit qui sont pas mal, où on peut faire des réglages de barres. Pour pas descendre trop bas, faites du stop and go pour les épaules en démarrant d'ici, d'ailleurs les barres posées sur des protections latérales. Si vous avez des problèmes pour démarrer, hein, et c'est douloureux, commencez d'un peu plus haut, hein, et puis vous montez la barre, vous la redescendez, vous montez, vous la redescendez, et là ça va vous éviter les problèmes. Ça c'est pas mal aussi pour les personnes qui sont un peu fragiles l'avant d'épaule, parce que souvent il y a des limitations de développement à cause justement de votre morphologie, hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas bien développer les épaules parce que ça va trop frotter sur l'avant d'épaule, donc la longue portion du biceps va trop frotter sur l'avant d'épaule, votre supraépineux risque de se coincer quand vous montez parce que vous avez pas d'espace, une voûte acromio-coracoïde, ostéofibrose trop couvante et peut-être pas assez d'espace dessous. Donc ça pose des problèmes. Vraiment, maintenant avec les machines, essayez de bien régler, hein, vous pouvez bien régler pour bien vous développer les épaules. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Alors les épaules, ça se développe aussi en travaillant dans tous les sens, hein, parce que c'est un muscle en forme de delta. Donc ne pas hésiter à travailler tous les angles, hein, mais certains angles vont pouvoir être réticents à localisation. Donc il y a des trucs qui sont pas mal pour développer aussi les épaules. C'est pour les gens qui ont des problèmes de développement d'épaule, c'est vous commencez à incliner comme ça. Hein. C'est pas mal aussi. Hein. Puis vous montez, alors sans monter très haut, hein, forcément. Hein, vous commencez... Vous vous inclinez sur un banc, vous allongez presque, hein, puis vous levez latéralement comme ça l'épaule, et vous verrez, vous pouvez avoir un très très bon résultat en variant un peu les angles, hein, sans lever trop haut. Hein, et de toute façon, la position fait qu'il ne va pas y avoir trop de frottement quand on est un peu couché. Hein. Donc vous faites comme ça, vous démarrez latéralement, et là, vous allez pouvoir essayer de rattraper l'angle dans tous les sens, en choisissant un peu son angle. Ça, c'est pas mal pour les mecs qui ont aussi une réticence et un deltoïde qui a du mal à se développer. Puis en plus, ça va vous bosser l'infraépineux qui amorce le mouvement au démarrage. Un autre truc qui est pas mal pour développer, c'est pour développer l'arrière des deltoïdes postérieurs. C'est ce qui donne du galbe à l'arrière. C'est très très impressionnant. Hein. Chez certaines personnes en ont. Et puis c'est souvent un muscle réticent au développement. Donc ce qui fait que l'épaule est grosse devant et puis derrière, il n'y a rien. Alors un truc qui est vraiment pas mal, c'est de faire le mouvement de l'autostoppeur. Hein. Alors que maintenant, il y a des poulies réglables. Vous prenez une poulie réglable, vous la mettez à peu près à la hauteur de votre bras, un peu plus haut, un peu plus bas, comme vous le ressentez. Et puis là, la poulie dans la main, vous allez faire ce mouvement-là, le coude calé contre le corps. Alors pour le deltoïde, ça c'est pour le supraépineux. C'est pour l'infraépineux. Mais pour le deltoïde, au lieu de garder le coude le long du corps, vous allez étendre le bras au maximum comme ça. Hein, vous allez prendre la poulie. Donc la poulie est là sur le côté. Hein, vous vous accrochez à la barre si vous voulez ou à la machine.
c'est une poulie latérale, bah, vous allez faire comme ça, hop, en emmenant le bras le maximum vers l'extérieur. Hop, on emmène le bras vers l'extérieur, maximum comme ça. Et là, ça permet de bien travailler le deltoïde, la partie postérieure du deltoïde. Hein. C'est un mouvement qui est excellent. Alors, vous pouvez commencer comme ça pour l'infraépineux, hein, pour l'infraépineux, et terminer comme ça pour le deltoïde postérieur. C'est-à-dire, vous commencez 10, puis après vous terminez un peu plus lourd comme ça, vous réglez. Alors, je vous montre un peu cet exo, c'est intéressant. Hein. Voilà. J'essaie de le trouver hein, parce que c'est bien pour vous. On va tout un peu de temps. Voilà, voilà le mouvement de l'autostoppeur. Hein. Voilà, vous voyez. Puis on voit l'exercice. Alors là, on voit l'infraépineux. Hein. Mais l'idéal, vous voyez, c'est de travailler comme ça. Coup de voilà. Début du mouvement, fin du mouvement. Et puis alors ça travaille le deltoïde postérieur. Hein, si vous voyez la portion postérieure du deltoïde, qui chez l'homme remonte. Alors c'est un petit truc à vous montrer hein, avec l'évolution. Hein. C'est rigolo. Voilà. Chez le gorille, vous apercevez que la portion postérieure du deltoïde, parce qu'on va faire un peu d'évolution, hein, sert à ramener le bras vers le bas. Hein, donc c'était un accessoire au grand dorsal pour grimper. Alors je vais le montrer ici sur un des dessins que j'ai fait, parce que les gens ne savent pas, mais je fais quand même de la recherche. Hein. Donc je suis le seul à avoir expliqué ça. Vous voyez, ça c'est une anatomie de gorille. Hein, et vous apercevez que le deltoïde postérieur chez le gorille fonctionne comme le grand dorsal. Alors que le deltoïde postérieur de l'homme, hein, il est plutôt monté vers le haut pour ramener comme ça, pour ramener le bras vers le haut, hein, vers l'arrière. Hein. Il assiste, il est plus fait pour grimper. Hein. Il a perdu sa fonction de muscle du grimper et c'est devenu un muscle pour lever un peu le bras latéralement et vers l'arrière dans des mouvements plus subtils. Hein. Alors que chez le singe, le deltoïde postérieur sert à grimper. Donc voilà. Donc, mouvement deltoïde postérieur, c'est bien, vous pouvez... Alors là, pour moi, c'est le meilleur mouvement. Je parle des mouvements pour les gens qui ont des problèmes à développer ces parties-là. Donc, après, il y a le deltoïde antérieur à développer. Hein. Maintenant qu'on a fait les élévations latérales, j'ai expliqué tout. Deltoïde antérieur, beaucoup de gens ont du problème à le développer. Alors, tous les développer devant. Hein. Comme j'ai expliqué, on peut régler un peu plus haut pour le faire. Il faut trouver l'angle qui nous corresponde exactement, hein, parce que certaines personnes verticalement ne vont pas le sentir. Hein. Moi je sais, je le sens bien quand je suis légèrement incliné, hein, ça dépend des morphologies, donc essayez de sentir, et puis ça fait des gros steaks ici, c'est impressionnant, c'est joli. Et puis c'est une bonne protection contre toute cette zone, contre les coups, hein, même si vous faites des sports de combat, puis pour taper, ma casquette, hein, pour donner un coup de poing de bas en haut, c'est pas mal aussi. Hein. C'est des muscles qui sont importants. Qui sont utiles dans le combat. Donc si vous faites du MMA, c'est quelque chose qui est bien. Donc un mouvement qui est excellent, c'est les élévations antérieures, mais mieux que les élévations antérieures, c'est les élévations main en prise neutre, hein, prise marteau. Hein, c'est-à-dire que vous vous mettez de face comme ça, et puis hop, vous montez avec un câble. Alors le câble est derrière, par exemple, vous montez comme ça, hein, et vous prenez une poignée pour avoir une prise marteau, hein, d'accord? Jamais, comme ça, vous sentirez moins, vous allez sentir plus le deltoïde extérieur, hein, puisque vous allez faire une rotation de l'épaule et ça va être plus les fibres extérieures du deltoïde qui vont travailler. Donc si vous voulez vraiment bien localiser sur la partie antérieure du deltoïde, donc c'est celle-là, prise marteau, et en même temps ça vous fait le faisceau claviculaire. Donc c'est pas mal, alors je dois avoir le mouvement quelque part, ben voilà. Hein. Ça c'est un mouvement excellent qu'on oublie de faire quand on a un deltoïde antérieur réticent, hein, voilà. Vous voyez, le gars est ici, on voit bien le deltoïde antérieur, les portions, les fibres antérieures du deltoïde, hein. Et puis on voit le gars qui exécute le mouvement, et puis alors même chose avec un haltère. Hein. Alors vous avez le mouvement classique, mais le mouvement classique, il est meilleur pour les fibres externes. Hein. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà. Donc j'ai à peu près tout dit sur les deltoïdes. Maintenant, j'espère que vous saurez à peu près comment compenser. Travailler sur plusieurs angles. Hein, si vous avez des deltoïdes, si vous n'êtes pas bon en épaules, il y a des gens, ils font du coucher, ils ont des épaules énormes. Hein, tout de suite, il y a des gens, ils ont du mal à développer les épaules parce que c'est où les tris et les pecs qui prennent. Donc si vous voulez faire des épaules, il faudra localiser, trouver le bon angle. Même si vous avez du mal à monter, inclinez-vous latéralement ou démarrez d'en bas. Donc n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit. Hein. L'arrière est très important, donc mouvement de l'autostoppeur pour l'arrière d'épaule réticente. Hein. Hop, mouvement de l'autostoppeur, ça fera l'infraépineux
Et aussi le deltoïde postérieur, se détendez le bras. Et pour le deltoïde antérieur, bah, n'oubliez pas, prise marteau, comme je vous l'ai montré. Un dernier petit truc, vous montez la bourse séreuse, voilà, une petite anatomie de l'épaule à l'intérieur, voilà pourquoi c'est. Vous voyez, là on a enlevé la cage thoracique, et puis là on voit une bourse séreuse, hein, c'est un plan de glissement qui est autour du. Qui protège le dessus de l'articulation. En général, où il y a des plans de glissement, où il y a des bourses séreuses, c'est que c'est une zone de frottement important, et une zone de frottement dit pathologie quasiment sûre. Donc, on retrouve des bourses séreuses au niveau du coude, hein. On en retrouve à pas mal d'endroits du corps où il y a du frottement, où il y a des frottements importants. Donc, quand il y a des bourses séreuses, il y a des inflammations. euh, il y a des inflammations qui peuvent survenir, hein. Ça, c'est classique, hein. Une bourse séreuse, c'est un petit sac très très fin rempli de liquide qui permet de mieux frotter, hein, qui permet d'éviter les frottements, hein. Donc c'est un plan de glissement. Donc ça permet d'avoir une espèce de feuillet lisse rempli de liquide qui permet d'éviter. Vous voyez, c'est comme un petit coussinet lisse et avec dedans du liquide qui permet justement d'éviter les frictions excessives. C'est des protections, des espèces d'airbags que la nature a mis au point pour éviter les pathologies incapacitantes. Donc on en a pas mal d'endroits, on en a un peu ici. Où est-ce qu'on en a d'autres? On en a des bourses séreuses, je ne me souviens même plus. Donc on a une particulièrement ici. Donc voilà. Bon, bah, c'était Fred Delavier, j'espère que vous aurez appris pas mal de trucs sur les deltoïdes, hein, surtout pour les personnes qui ont du mal à développer. Bon, bah à bientôt, salut!